Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, deuxième partie de l'émission sur le son. On va parler de la vitesse du son, une échographie, qu'est-ce que c'est, sonar, l'effet Doppler et le mur du son. Dans cette deuxième partie. Donc du coup, d'abord la vitesse du son. Euh, Première chose à dire, c'est que dès l'Antiquité, ils savent que le son n'est pas instantané parce que ils sont confrontés au phénomène de l'écho, c'est-à-dire quand ils parlent contre une montagne, ils peuvent entendre le son qui revient et il y a un temps entre les deux, donc ils savent que ça met un certain temps par rapport à la distance. Et ils ont aussi fait des petits liens, c'est-à-dire ils savent que si on fait un son grave ou aigu, ça change rien à la vitesse, et si on fait un son fort ou plus faible, ça change rien non plus à la vitesse. Donc même avec des moyens très très limités, c'est-à-dire juste une montagne, bon c'est quand même un gros moyen, mais avec des moyens techniques très limités, bah ils arrivent quand même déjà à avoir une bonne idée de ce que c'est le son, c'est-à-dire un truc qui se déplace. La première mesure précise de la vitesse du son, c'est en 1822, alors je vous montre là. Donc là une petite gravure de Arago, Gay-Lussac et de Prony, qui font la première vraie mesure la plus précise enfin la plus précise pour l'époque de la vitesse du son dans l'air. Donc ils mesurent ça à 341 mètres par seconde parce qu'ils sont à 15,9 degrés. Alors comment ils font? Déjà, hop, en gros, donc là vous voyez il y a un canon. Donc ils font donner un canon, tourner un canon. Et de l'autre côté vous voyez une tour ici là. On la voit pas très bien. Là la tour là. Hop, là il y a une tour. Donc il y a une autre équipe qui de l'autre côté va chronométrer entre le moment où il voit le flash du canon et le moment où ils entendent le bruit. Ils chronomètrent et ils voient combien de temps ça a mis le son à se déplacer. Donc en gros si on fait un schéma, hop, alors on n'est pas sur le bon truc là. Hop, ouvrir. On n'est pas encore là, on est là. Hop. Donc en gros ils ont fait ça des deux côtés pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème à cause du vent, est-ce que le vent allait influencer ou quoi que ce soit. Et donc en gros, quand cette équipe-là fait tonner du canon, ben, on voit le flash lumineux instantanément, et en même temps, hop, il y a l'onde sonore qui se propage. Pourquoi ça marche pas? Ah bah je suis pas du tout sur le bon truc. Hop. Il y a l'onde sonore qui se propage, et donc quand elle arrive ici, hop, ils arrêtent le chronomètre. Donc c'est pas compliqué, du coup, ils ont mesuré la distance qu'il y a de là à là. Donc pour cette expérience-là, ils avaient mesuré 9549 toises. Toise. Alors la toise, personne ne sait plus ce à quoi ça correspond, bien sûr. Ah si, il faut les regarder, mais en fait, c'est en gros 18,6 km. Donc ils ont pris des endroits Villejuif et Montlhéry qui étaient un peu surélevés pour pouvoir bien voir, et ils ont fait ça de nuit avec un ciel, oui je sais, avec un ciel dégagé. Et comme ça, ils pouvaient bien voir et ils étaient sûrs que le son allait pas être gêné par quoi que ce soit. Et donc, combien de temps ça a mis? Ça a mis 54,6 secondes. Et après, ben, ils ont fait un calcul. Ça, c'est un calcul qui était très facile à l'époque, hein. À l'époque, faut pas croire, ils connaissaient déjà plein de trucs, hein. Donc, V c'est égal à la distance divisée par le temps, la durée de parcours. Et bien, du coup, ça fait 18 600 mètres divisé par 54,6. Et ça fait 341 mètres par seconde. Et d'ailleurs, ils savaient déjà à l'époque que le son dans l'air dépendait de plusieurs choses, y compris la température. Donc, ils avaient mesuré la température et ça, c'était cohérent avec la théorie de l'époque qui avait été développée par Laplace. Et alors pourquoi je vous parle que de celle-là et pas des autres? Les autres, en fait, il y a eu d'autres mesures de la vitesse du son, mais elles sont bien moins précises. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas un truc si génial que ça. Le gros changement qu'il y a eu par rapport aux autres, c'est que eux, ils avaient des moyens de mesurer le temps beaucoup plus précis.
Du coup, là, ici, là, c'est pour ça que vous aviez 0,6 secondes, parce que c'est beaucoup plus précis leur moyen de mesurer le temps. Donc, d'où l'importance, vous vous rappelez, j'avais fait une émission sur la mesure du temps, l'importance de la mesure du temps, parce que bah, cette mesure-là aurait pu être faite bien avant, si on avait eu les moyens de mesurer le temps de façon précise. Donc ça, c'est pour la mesure de la vitesse dans l'air, mais on sait déjà à l'époque que la vitesse du son dépend du milieu de propagation, et surtout de la densité du milieu. Bon, ça dépend aussi de l'élasticité du milieu, mais on va l'oublier ça. Et du coup, ma question pour vous, c'est est-ce que... tiens, d'ailleurs, je vais remettre ça. Est-ce que vous avez une idée de, par exemple, dans l'eau, est-ce que le son va se déplacer plus vite ou moins vite que dans l'air? Alors, pardon. Donc, du coup, pour savoir ça, alors déjà, à l'époque, ils avaient déjà des modélisations, ils le savaient déjà. Mais donc, pour faire une mesure D'ailleurs, je vous avais pas dit, c'était en 1822 que l'expérience en question, cette expérience-là, là. C'était en 1822 que cette expérience-là a été faite, là. 1822. Et du coup, il y a une expérience très similaire qui a été faite en 1826 pour mesurer la vitesse de l'eau, pardon, la vitesse du son dans l'eau. Donc du coup, hop, c'est là. Donc voilà. Donc on se met dans l'eau, sur une barque, on met une cloche dans l'eau ici, et on met une sorte d'écouteur, c'est quelque chose pour permettre de mieux entendre ce qui se passe dans l'eau. Et c'est un hydrophone, on s'appelle ça. Et donc du coup, il y a un système assez ingénieux qui fait taper la cloche en même temps que ça déclenche un flash lumineux. Ça c'est de la poudre à canon, hein, en gros. Hein. Et là vous avez une étincelle qui va mettre le feu à la poudre à canon en même temps que la cloche est frappée. Et donc du coup, ces deux personnes-là sont sur des barques qui sont très très distantes, hein, ils sont pas juste à côté là, il y a un espace parce qu'en fait ils sont très très loin. Le but c'est de faire ça le plus loin possible pour pouvoir mesurer un temps assez grand. Parce que si vous le faites à 1 mètre de distance, le temps il est trop faible et on n'a pas le temps de vraiment mesurer. Donc du coup, ils se sont mis sur le lac Léman. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est entre la France et la Suisse. Lac Léman. Alors attendez, hop, je vais faire un petit schéma là. Je vais faire apparaître ici. Hop, lac Léman. Ah bah oui, tu veux ta tutute toi? Bah oui. Ah bah oui. Alors, du coup, sur le lac Léman, là, hop, je change de couleur. Ils l'ont fait entre... Il y en a un qui était à Rolles, ici, et un qui était à Thonon-les-Bains, ici. Et du coup, ici, là, hop, le son, il a parcouru toute cette distance-là. Donc, il faut quand même que ce soit un son assez costaud. Et la distance, là, il l'avait mesuré très précisément, 13 487 mètres. Et à la fin, ils ont trouvé une vitesse de l'ordre de vitesse du son dans l'eau. C'était 1435 mètres par seconde. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine distance, parce que si vous êtes à 30 mètres, ça va trop vite. Donc du coup, la réponse à la question, c'était plus le milieu est dense, plus le son va vite. Et en fait, ça paraît logique, parce que si vous avez un milieu qui est dense, ça veut dire que vous avez des particules qui sont très proches l'une de l'autre. Hop, très proches l'une de l'autre. Ça veut dire qu'une surpression, ça veut dire que là, les particules, elles vont pouvoir interagir plus vite, entre guillemets, puisqu'elles sont plus proches. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, c'est surpression, dépression, je vous avais dit, donc pour qu'il y ait la surpression, c'est-à-dire qu'il y a une particule qui pousse un peu l'autre, et quand elle se rapproche, elle la pousse, et après, du coup, comme l'autre, elle s'est rééloignée derrière, bah, du coup, elle se rééloigne. Bah, en fait, plus vous êtes proche, plus cet effet va être rapide, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que plus le milieu est dense, plus cet effet va être rapide. Alors que dans un gaz, l'air, les particules, elles peuvent faire beaucoup d'espace, entre guillemets, elles peuvent beaucoup voyager avant de rencontrer notre particule, donc avant de faire un effet. Ok. Et du coup, ça, pourquoi je vous en parle, outre le fait que c'est intéressant de savoir comment on a mesuré la vitesse du son dans l'eau, c'est que c'est aussi le précurseur des sonars. Donc c'est quoi un sonar? Alors déjà, sonar, le mot, ça vient de Sound, Navigation and Ranging, c'est un acronyme. Donc S-O-N-A-R.
Et donc du coup, avant de parler de ce que c'est un sonar, je vais vous faire écouter un petit sonar parce qu'on est dans l'émission de son, donc on va quand même écouter un petit son. Voilà, ça c'est un sonar. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Même un sonar actif. Ce qui se passe dans un sonar... Ah non, je voulais pas faire ça. Je vais le faire avec ça. Ce qui se passe, c'est que on envoie un son et on voit quand est-ce qu'il est réfléchi. Donc par exemple, ici, là, hop, là, ça va être un bateau de pêche. Ça peut être utilisé pour plusieurs types de... pour plusieurs applications. Là, pour la pêche, faisons l'exemple pour la pêche. Vous envoyez une onde sonore ici. Et quand elle atteint un obstacle, donc là un poisson, ici, elle va repartir cette onde sonore. Elle va être réfléchie. Il y en a une petite partie qui va être réfléchie, comme ça. Et donc, voilà. Lui, il n'est pas très bien fait. Hop, hop, hop. Et donc là, vous avez un capteur sur votre bateau. Ici, vous avez un capteur qui va enregistrer ça. Et donc, vous saurez à quelle distance, donc à quelle profondeur est le poisson. Et si vous mettez plusieurs capteurs, vous pouvez aussi localiser le poisson. Et donc ça, c'est le principe de l'écolocalisation. Oui, je sais. C'est le principe de l'écolocalisation où on localise un objet grâce à l'écho du son qu'on lui a envoyé. Donc on envoie un son, et quand ce son est réfléchi par est réfléchi par l'objet, du coup on sait à quelle distance il se trouve. Et donc ça a plusieurs applications. Par exemple, on pense tous aux applications militaires avec faut détecter un bateau ennemi ou un sous-marin, puisque les sous-marins on ne peut pas les voir. Hein. Sous l'eau, s'ils sont suffisamment profonds, il n'y a plus de lumière, donc on ne peut pas les voir sans ce radar. C'est pas un radar, mais c'est un sonar. Donc la pêche, comme je viens de dire, où les pêcheurs peuvent localiser des bancs de poissons, et donc là ils savent qu'il y a un banc de poissons, donc hop, on lâche les filets, et ça servait à rien de lâcher le filet avant. Ça peut servir aussi à cartographier les fonds marins, c'est-à-dire quelle est la profondeur à tel endroit, quelle est la profondeur à tel endroit, etc. Bon, ça sert aussi en archéologie, par exemple, ça peut servir pour retrouver des bateaux. Si on voit un truc qui a la forme d'un bateau, bah du coup, c'est que c'était un bateau échoué. Donc, alors bon, lui, je le vois plus quand je fais comme ça, donc je vais le mettre ici plutôt. Donc voilà, ça sert à un sonar. Alors non, hop. Donc le problème des sonars actifs, comme celui-là, sonar actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on émet un son. Il y a des sonars un peu moins performants, mais passifs, où on utilise les sons qui existent déjà. C'est-à-dire que votre bateau, il fait du bruit. Il fait du bruit, il y a un bruit de moteur, etc. Et donc, ça utilise ces bruits-là. Donc ça fait un peu moins de bruit. Mais donc les sonars actifs, le problème qu'il y a, c'est que ça augmente la pollution sonore des milieux aquatiques. Et donc du coup de la mer. Et donc, ça vous direz, bon bah nous on s'en fout, on n'est pas dans la mer, c'est pas très grave. Oui, mais en fait, la mer, c'est pas vide, il y a des habitants. Il y a des poissons, il y a des baleines, il y a des dauphins. Et, et donc si nous, une pollution sonore, bon, vous avez tous vécu ça à un moment ou un autre, hein, quand il y a quelqu'un qui chante à tue-tête juste à côté de vous, vous n'êtes pas content. Moi, j'ai eu 2 mois de travaux juste à côté, j'en pouvais déjà plus du bruit. Et moi, je me repose pas sur le son pour ni me déplacer, ni me nourrir, ni pour la reproduction. Donc je sais pas pour vous, mais moi non. Euh, alors que bah, les baleines et dauphins, eux, ils se reposent là-dessus pour tout ça, et donc euh, il y a, il y a, il y a des études qui ont tendance à montrer que euh, bah, les baleines et les dauphins seraient empêchés ou seraient gênés dans leur chasse de nourriture, dans la reproduction, et même des fois se perdaient à cause des sonars. Et d'ailleurs, une petite anecdote, il y a l'US Navy qui a reconnu, je crois que c'est en 2002, qu'ils avaient tué 16 baleines avec un sonar, dont certaines s'étaient échouées, et les autres avaient été mortes par décompression, c'est-à-dire que, bon, si vous vous rappelez pas le détail, je vous enjoins à regarder une vidéo sur la pression où je parle des dangers de la plongée. Et donc ben, les baleines et les dauphins, c'est pareil, s'ils remontent trop vite à la surface quand ils sont à une profondeur très importante, ben, ils font
des problèmes de décompression, ils vont avoir du gaz dans le sang. Et or, c'est ce qui leur arrive quand il y a un sonar qui est trop fort et qui les gêne, ça leur fait peur, ils veulent s'échapper du bruit, et donc ils vont remonter. Ils vont remonter d'un coup, et ils peuvent en mourir. Et alors, donc ils peuvent en mourir à cause de ça, et pourquoi ça les affecte? C'est parce qu'ils s'en servent, hop, je vais vous montrer hop, le dauphin. Ils s'en servent pour communiquer, ils s'en servent pour chasser. Donc si là vous avez, lui il émet une onde sonore, et puis après l'écho lui permet de localiser le poisson. Bon bah du coup, si vous avez des bruits parasites, bah ça va le gêner dans sa chasse du poisson. Et donc potentiellement il va rater son poisson, et puis ben peut-être enfin si vous ratez un repas, vous n'êtes pas content. Si vous en ratez plusieurs, à un moment, bah, vous êtes en danger de mort. Ouais. Alors après, il n'y a pas que les échos qui sont responsables de ça, que les radars, pardon, que les sonars. Il y a aussi bruit de bateau, les bruits de parcs éoliens offshore. Donc il y a plusieurs types de bruits comme ça qui sont responsables de ces... Oui, je sais, mon petit chat. Oui. De ces problèmes. Et donc, autre chose, donc je vous ai dit, le dauphin, par exemple, a un sonar, lui aussi intégré, il fait de l'écolocalisation. Et à une époque, ça avait été testé tester des personnes pour avoir voir s'ils avaient des cancers avec des dauphins. C'est-à-dire qu'on mettait des gens dans des piscines avec des dauphins, et on avait dressé les dauphins pour qu'ils sachent informer quand il y avait une tumeur. Et donc ça permettait un test très facile et très rapide d'une tumeur. Un test comme ça. Alors j'ai cherché de la documentation là-dessus, et j'en ai pas retrouvé. Et ça datait un petit peu, hein, cette histoire. Donc je me rappelle plus pourquoi ils ont arrêté cette expérimentation, mais donc il devait y avoir une raison. Soit c'était parce que les dauphins étaient trop enfermés, ou des trucs comme ça. Pas bon pour les dauphins, j'en sais rien. Mais donc du coup, ça a été abandonné. Mais le même principe, c'est le même principe que l'échographie. Donc, et ça, l'échographie, bah, ça existe encore, c'est très pratique. Donc on va en parler tout de suite de l'échographie. Donc en quoi ça consiste une échographie? Attends, toi, hop, viens par là. En quoi ça consiste une échographie? Donc, hop, petite photo là. En gros, bon là vous avez le médecin, là le patient. Donc j'ai pris exprès autre chose qu'une femme enceinte, parce que tout le monde pense échographie pour les femmes enceintes. Bon, c'est pas que pour les femmes enceintes. C'est obligé pour les femmes enceintes de faire les 3 échographies minimum. Oui, et j'en sais quelque chose, puisque ben moi, j'ai vu l'échographie du petit. Oui, j'étais là, hein? T'étais encore dans le ventre, oui. Et mais ça peut être pour d'autres choses, donc je voulais mettre autre chose parce que voilà, pour penser à autre chose. Et donc du coup là, vous avez une sonde. Alors il y a du gel qui est dessus. Alors là, ils n'ont pas, je sais pas si c'est parce que c'est une photo fake, mais non, je pense juste que ça se voit pas trop. Il y a un gel qui permet aux ondes de passer de là à là, parce que sinon les ondes ne pourraient pas passer à travers l'air. En fait, si on sait que c'est de la matière, les ondes sonores passent quand il y a de la matière, mais elles seraient trop faibles. Elles seraient très 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 majoritairement renvoyées directement dans la sonde, et on verrait rien. Donc le gel, ça permet que toutes les ondes sonores passent. D'ailleurs, c'est des ondes ultrasonores, c'est-à-dire c'est comme des ondes sonores, mais je vous rappelle, ultrasonore, c'est-à-dire que c'est pas audible par l'homme, trop aigu. Et donc, en gros, il y a plusieurs types d'échographie, mais ça va de 1 MHz à 50 MHz, donc 1 million de Hertz à 50 millions de Hertz, sachant que un son aigu, enfin bon, ouais. Donc c'est très 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 grand en fréquence. Donc l'échographie, hop, les ondes vont dans le corps humain, et dès qu'elles rencontrent quelque chose, elles peuvent être renvoyées ou pas. Une partie des ondes peuvent être renvoyées ou pas. Donc si on a des changements de tissu, par exemple on passe de liquide à tissu mou, bah, une partie des ondes va être renvoyée. Les os, ça renvoie très très bien les ondes. Les gaz, ça renvoie très très bien les ondes. Donc du coup, sur l'écran qu'il y a ici, quand vous voyez du truc noir, c'est que l'onde, elle n'est pas renvoyée, donc elle continue à avancer, donc elle n'est pas renvoyée vers la sonde, et du coup, il n'y a rien sur le lecteur. Alors que quand vous voyez du blanc, souvent, les os par exemple, ça va être blanc parce que ça renvoie très très bien les ondes. Donc du coup, bon là, il n'y a pas d'os, mais si, bon, ce truc-là, ça veut dire que c'est un truc qui renvoie très très bien les ondes après. Ouais. Donc ça, c'est le principe de l'échographie. Je vous ai fait un petit schéma, mais
c'est un schéma que j'avais fait pour mes élèves il y a un petit moment. Et donc en gros, on peut connaître la distance aussi en voyant le temps que ça met à parcourir. Donc en gros, vous avez l'émetteur et le récepteur qui sont les deux dans la sonde. Euh, Vous émettez une onde. Si c'est de l'os, bah du coup, il y a un petit peu quand même qui continue à être transmis, mais là, il y a une grosse partie qui réfléchit. Et donc vous avez un signal au retour. Et s'il y a rien pour réfléchir, ça reste le même, toujours de la même chose, en gros, toujours du liquide, du liquide, du liquide. Bah du coup, là, l'onde, elle part, et il n'y en a pas qui réfléchit. Et donc, bah, vous avez un truc qui est noir, puisqu'il n'y a pas de signal reçu. Donc ça, c'est le principe de l'échographie. Et dans les échographies, maintenant, de nos jours, et moi j'en ai une avec le petit, on parle de... Alors déjà avant, juste avant de parler de ça, les échographies, c'est des examens qui sont super parce que même si des fois on voit pas tout avec une échographie, c'est des examens qui sont sans conséquences pour la santé. Même les bébés qui sont quand même des êtres assez fragiles dans une femme enceinte, sans conséquences du tout, c'est sans douleur, c'est rapide, c'est pas invasif, donc c'est un super, c'est un super examen. Et même de nos jours, récemment, a été inventée l'échographie Doppler. Donc ça, c'est une échographie qui est encore plus performante parce qu'elle permet d'étudier le système vasculaire du patient, c'est-à-dire à quelle vitesse vont les globules rouges dans les vaisseaux sanguins, et aussi la structure des vaisseaux sanguins. Et donc du coup, oui, et du coup, je vais vous parler de l'effet Doppler, qui est aussi quelque chose qui est lié aux ondes sonores. Alors, c'est pas que lié aux ondes sonores. On en parlera aussi quand on fera... Oui, chut, attends, oui, t'es pas content. On en parlera aussi quand on étudiera la lumière, qui est une onde aussi. L'effet Doppler, il y en a pour toutes les ondes. Mais c'est principalement utile pour les ondes sonores et les ondes lumineuses. Donc ça a été découvert par, je le donne en mille, Doppler. Eh ben oui, Doppler. En 1842, ça fait un petit moment déjà. Donc, je disais, c'est valable pour toutes les ondes. Mais donc, du coup, je vais vous montrer pour l'onde sonore. L'effet Doppler, en fait, c'est un effet. Voilà, mais je vais te le planter dans la tête, ça, c'est pas possible. On va te mettre de l'autre côté. L'effet Doppler, c'est un effet que vous pouvez constater dans la vie de tous les jours, facilement. Donc c'est un effet qu'on peut constater dans la vie de tous les jours, qu'on constate dans la vie de tous les jours facilement, notamment quand on voit des voitures passer. Alors je vous fais passer une petite vidéo. On voit que le son, enfin on entend que le son a changé entre le moment où la voiture se rapproche de nous et le moment où la voiture s'éloigne. Ben ça c'est typiquement l'effet Doppler, c'est-à-dire que quand la voiture se rapproche, la fréquence est élevée, plus élevée que celle qu'elle a émise, et quand la voiture s'éloigne, la fréquence est plus grave que la voiture n'émet, et la fréquence qu'on entend quand la voiture est en train de passer perpendiculairement à nous, c'est ça la fréquence du son que la voiture émet. Donc du coup, je vais vous expliquer ça plus en détail avec une petite animation. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, je l'ai emprunté à quelqu'un. Enfin, c'était peut-être sur Australo, je sais plus où est-ce que je l'ai pris ça. Donc on va, ça c'est une enceinte qui émet un son. Donc vous voyez, là il y a un son. Et donc, je mets une petite pause. Donc là, ce qu'on a dessiné, les cercles, là, ça représente par exemple les surpressions dont on avait parlé. Vous savez qu'un son, c'est une succession de surpression, dépression, surpression, dépression. Donc on a dit ça c'est surpression. Et donc ça c'est le signal au moment où il est envoyé. À chaque fois qu'il y a une barre rouge qui arrive ici, c'est qu'on a émis une nouvelle surpression. Et donc, pardon. Tant qu'on ne déplace pas ni l'émetteur ni le récepteur, bah, on voit que là, les fréquences sont partout les mêmes, et là, la fréquence ici, c'est la même. C'est-à-dire que l'espace entre deux surpressions est le même que ici, donc ça veut dire que vous avez des surpressions qui arrivent à même intervalle de temps. Donc à même intervalle de temps, donc même fréquence. Si maintenant, l'enceinte ici se déplace, c'est-à-dire en gros ce qui émet le son. Donc ce qui émet le son, c'est en fait la voiture par exemple. La voiture de tout à l'heure, elle émet le son et puis d'un coup elle se déplace. Donc là pour l'instant on est toujours au même endroit parce que ça c'est les vieilles ondes, celles qui étaient émises tant que c'était encore à Mugoli.
Donc là, on arrive au moment où, voilà. Donc la voiture, ce qui se passait, là, vous voyez, elle émet un son, et puis après, elle émet une surpression, et puis après, elle se déplace un peu, elle réémet une autre surpression. Mais donc du coup, les surpressions, vers l'avant, elles sont plus rapprochées, puisque du coup, vous émettez une surpression, elle avance, la surpression, et puis après, vous en émettez une autre, donc là, vous avez fait un certain écart. Si maintenant, vous faites la même chose, mais en ayant avancé, vous émettez une surpression ici, elle avance, mais vous avancez un petit peu aussi, et vous rémettez une surpression. Bah donc là, du coup, elles sont plus rapprochées. Donc là, vous avez vous voyez que c'est plus rapproché dans cette zone-là, parce que c'est vers là où va le véhicule. Et donc, on peut constater que la personne qui reçoit le signal reçu par le micro ici, la fréquence est plus... Alors là, l'intervalle de temps entre chaque surpression est plus petit, donc ça veut dire que vous allez avoir un nombre de surpressions par seconde plus élevé, donc une fréquence plus élevée. Donc là, ça correspond bien à ce qu'on a vu avec la voiture, c'est-à-dire que quand la voiture se rapproche de nous, bah du coup, c'est plus rapproché, donc c'est une fréquence qui est plus grande. Et maintenant, si le haut-parleur fait demi-tour, donc là, vous voyez, il commence à faire demi-tour, donc on regarde ce qui se passe à l'arrière. Et donc là, à l'arrière, au contraire, on voit que c'est plus espacé que ce qu'il y avait avant. Et pourquoi ça? Parce que, au contraire, donc vous êtes ici, vous émettez une surpression. Votre surpression, elle avance. Mais vous allez de l'autre sens. Et donc là, vous réémettez une autre surpression, et qui va aussi aller vers là. Mais du coup, elle a été faite plus loin, donc elles vont être plus espacées. Donc si vos surpressions sont plus espacées, elles vont être moins fréquentes. Donc la fréquence est plus basse. Donc l'effet Doppler, c'est ça, c'est que quand l'émetteur et le récepteur se rapprochent l'un de l'autre, la fréquence est plus grande, et quand l'émetteur et le récepteur s'éloignent, la fréquence est plus petite. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans l'effet Doppler, alors il y a une formule, je vous donne la formule si vous voulez. Donc quand ça se rapproche, la formule c'est la fréquence reçue, c'est égal à la fréquence émise, fois C sur C moins V. Et quand ça s'éloigne, bon la formule, ceux qui n'aiment pas les formules, c'est pas grave, hein, vous n'avez pas besoin de la retenir, hein, vous n'êtes pas en cours avec moi. Ça c'est des trucs qui étaient au programme de terminale avant. Je crois que c'est encore au programme de terminale, je suis plus sûr. C'était bien. Ça aurait été dommage d'enlever. Donc là, on voit que ça c'est plus grand que ça, donc ça va être plus petit. Quand on divise quelque chose par quelque chose de plus grand, c'est plus petit que 1. Donc ici, lui, on voit que la fréquence est plus petite, et là c'est le contraire, ça c'est plus petit que ça, donc du coup, quand vous divisez par quelque chose de plus petit, vous avez quelque chose de plus grand, donc ça c'est plus grand. Donc ça pour dire que si vous connaissez la fréquence émise et vous connaissez la fréquence reçue, et que vous connaissez la célérité, bah, vous pouvez faire avec une équation, bon vous avez peut-être pas envie de le faire, mais c'est facile de le faire, de connaître la vitesse du coup. Donc c'est ce principe-là qui fait que, en fait, dans l'échographie Doppler, on envoie les ondes, quand on envoie les ondes ultrasons, elles sont réfléchies par les globules rouges, mais la fréquence a légèrement changé. La fréquence ici a légèrement changé, et en mesurant cette fréquence, on peut en déduire la vitesse des globules rouges. Et aussi s'ils vont dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça c'est très intéressant parce que certaines maladies où on a besoin de savoir à quelle vitesse vont les globules rouges. S'ils vont trop lentement, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ralentit. Bon, je suis pas expert en tout ce qui est médecine, mais du coup c'est très pratique pour, faire des diagnostics médicaux. Et d'ailleurs, c'est le même principe, pas avec une onde sonore, mais avec une onde électromagnétique, c'est le même principe sur les radars sur autoroute, par exemple. Là, ceux qui vous flashent, là, alors pas les tronçons, pas ceux qui mesurent à 2 points, mais ceux qui sont en instantané, ils envoient une onde, et en fonction de votre vitesse, bah, l'onde réfléchie va avoir une certaine fréquence, et en mesurant cette fréquence, ils savent à quelle vitesse vous allez. Donc c'est comme ça qu'ils font pour savoir à quelle vitesse vous allez, et si vous êtes allé au-dessus de la vitesse ou pas. Donc, hop, j'en suis où là? Ah oui, j'en suis toujours là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une petite dernière chose, si vous êtes un peu mathématicien, vous savez que là, il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe ici?
Parce que quand vous savez peut-être que c'est interdit en mathématiques de faire une division par 0. Qu'est-ce qui se passe quand C et V c'est la même chose? Si votre truc qui fait du bruit va à la même vitesse que le son, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ce qu'on appelle dépasser le mur du son en fait. Le mur du son c'est quoi? C'est... Hop. Le mur du son c'est quoi? Donc là ça le mur du son c'est souvent les avions qui passent le mur du son, hein. Sur Terre c'est quand même plus compliqué de passer le mur du son. Donc là c'est avant le mur du son. Vous voyez, ça c'est le même schéma que ce qu'on avait là. Ok, bon là c'est dans l'autre sens, mais c'est le même schéma. Vous avez des surpressions qui s'accumulent et qui se sont de plus en plus rapprochées. Si vous êtes au niveau du mur du son, alors là vous avez à ce niveau-là toutes les surpressions au même endroit. Ok, donc là vous allez avoir une pression énorme à un tout petit endroit, mais une pression énorme. Et en fait, le truc c'est que là c'est au niveau du mur du son, mais nous en bas on va rien ressentir parce que ça se redilue là. Vous voyez, là elles se reséparent les ondes sonores. Donc c'est au moment où on dépasse le mur du son que ça fait le bang et que ça fait tout ça, le cône, tout ça. Parce que là, du coup, là, vous voyez que là, c'est ça le mur du son, il est là en fait. Toutes les ondes sonores vont s'accumuler ici et elles vont arriver sur nous. Et du coup, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Le mur du son, ça donne tac 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 tac, ça donne ça. C'est ça que ça donne. Donc vous là vous avez, donc là vous voyez c'est là, ça c'est le front des ondes là. Et c'est quoi ce truc qu'on voit là, puisque les ondes sonores on les voit pas, hein, vous ne voyez pas de ondes sonores, ce que vous voyez ce ne sont pas des ondes sonores. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est des gouttelettes d'eau. Pourquoi? Vous savez que dans l'air là autour de moi il y a de l'eau. Pour vous en convaincre c'est très facile. Vous sortez quelque chose de votre congélo, une boîte fermée, et vous la posez devant vous, et vous allez voir que très vite il va y avoir de l'eau dessus, puisque c'est la condensation, c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'air, dans l'atmosphère. Et du coup, l'eau, si vous comprimez cette eau qui est dans l'air, si vous comprimez l'air, bah à un moment, ça va devenir de l'eau liquide. Parce que là, c'est sous forme de gaz, on la voit pas, mais ça devient de l'eau liquide. Donc, comme je vous ai dit, sur le mur du son, on va avoir des pressions qui sont assez énormes. Des pressions et des pressions qui sont assez énormes, mais donc du coup, quand c'est la pression qui est assez énorme, vous allez avoir formation de gouttelettes d'eau. Donc ce qu'on voit ici, là, le côté visuel du mur du son, ce sont des gouttelettes d'eau. Voilà. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui sur ce que je voulais vous dire du son pour aujourd'hui, mais j'ai pas fini le thème du son, attention. Il y a encore plein de choses très intéressantes. J'ai pas encore décidé de ce que je faisais jeudi comme dans le son parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Donc je vous tiendrai au courant sur ce qu'il y a ce qu'il y aura à ce moment-là. Mais jeudi 20h, même adresse, vous serez les bienvenus. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Salut!